Dynastie. Ce terme nous renvoie à une lignée de souverains réunis au fil des siècles sous la bannière d'un nom de famille, qui perdure et laisse une empreinte dans le cours de l'histoire. Les membres d'une dynastie restent unis et solidaires, leur résilience reposant sur un parcours de prospérité caractérisé par des relations influentes. Les affaires demeurent avant tout une question d'intérêt, et les conglomérats dynastiques ont le pouvoir de rassembler ou de diviser une nation. Cependant, l'importance d'un nom ne peut être sous-estimée. L'origine du nom Trump remonte au XIIIe siècle, dérivé de l'ancien français trompéor signifiant « créateur de trompettes ». Aujourd'hui, nous nous immergeons en profondeur dans l'histoire fascinante de la dynastie Trump. Le nom de Donald Trump résonne aujourd'hui à travers le monde, évoquant sans doute l'un des personnages les plus controversés et clivants de notre époque. Il ne serait pas exagéré de dire que les médias mainstream ne le soutiennent pas. Il n'est pas non plus excessif d'affirmer que Donald Trump s'oppose à un vieil appareil d'État bien établi qui adopte une vision globale du monde, une vision que Trump ne partage pas. Les critiques fusent, allant jusqu'à le comparer à de sombres personnalités historiques comme Hitler, voire à le qualifier d'agent russe, tout en l'accusant d'avoir orchestré une insurrection lors de l'investiture de Joe Biden le 6 janvier. Le célèbre « You are a fake news » qu'il a lancé lors de sa campagne de 2016 semble avoir laissé des cicatrices profondes dans le paysage médiatique, sapant la confiance du public envers les médias traditionnels. Dans la perspective de la course à la présidence américaine de 2024, on entrevoit déjà un duel politique féroce, où Donald Trump, à la manière de Rocky, semble déterminé à encaisser toutes les attaques, à faire preuve d'une grande résilience pour finalement remporter la victoire lors du dernier round. Mais où puise-t-il cette détermination inébranlable et cette personnalité hors du commun ? Il est crucial de comprendre qu'avant même d'entrer en politique, Trump était un entrepreneur brillant et visionnaire. Il est l'auteur de The Art of the Deal, un ouvrage qui pourrait être considéré comme une vision moderne de l'art de la guerre, appliquée au monde des affaires. Les principes et stratégies exposés dans ce livre ont non seulement contribué à construire sa fortune, mais ont également façonné sa carrière politique et il s'est efforcé de transmettre ce précieux savoir-faire à ses descendants. Dans ce reportage, nous allons remonter le fil de l'histoire de la famille Trump, commençant par la ruée vers l'or du Yukon en 1880, qui a posé les premières bases de leur renommée et de leur fortune. Nous examinerons ensuite la transformation de Donald Trump, qui va devenir un entrepreneur immobilier de renommée mondiale avant d'analyser le contexte de son entrée dans l'arène politique américaine. Enfin, nous conclurons cette exploration en nous penchant sur ses descendants alors qu'ils campent désormais le rôle de patriarche. Comme c'est souvent le cas, pour saisir ce qui anime en profondeur une famille aussi singulière que les Trump, c'est dans ses origines que l'on trouve des réponses. L'ancêtre le plus lointain dont nous ayons connaissance dans la lignée des Trump est Johann Philipp Trump, né en 1667 et mort en 1707. Il faut remonter 5 générations pour trouver Frédéric Trump, né Friedrich, qui va nous intéresser en premier lieu. Frédéric naît dans la charmante localité de Kallstadt, située dans la région du Palatinat, alors rattachée au royaume de Bavière. Ses parents, de confession luthérienne, sont Christian Johannes Trump et Katharina Robert. Le 7 octobre 1885, à l'âge de 16 ans, Frédéric Trump embarque à bord du navire Eider au départ du port de Brême en Allemagne. Après un voyage de 12 jours, il débarque à New York au centre d'accueil des immigrants de Castle Clinton. Les registres d'immigration américains enregistrent son nom de famille sous Trump. Sa dernière résidence connue étant Kallstadt, son pays d'origine étant l'Allemagne et sa profession étant agriculteur. Il rejoint ainsi sa sœur aînée Katharina et son mari Fred Schuster, installés aux États-Unis depuis 2 ans déjà. Le jour suivant, Frédéric trouve un emploi de coiffeur qu'il occupera durant 6 ans. Il établit sa résidence au 76 Forsyth Street dans le quartier Lower East Side de Manhattan, au cœur de la communauté des immigrants palatins allemands. Plus tard, afin de réduire ses dépenses locatives, il déménage dans plusieurs quartiers successifs, notamment au 606 de la 17e rue Est, puis au 2012 de la 2e avenue. En 1891, à l'âge de 16 ans, Frédéric Trump part à Seattle, à Washington. Il y achète un restaurant situé au cœur du quartier rouge de Seattle, The Poodle Dog, qu'il transforme en The Diary Restaurant. En 1892, Frédéric Trump devient citoyen américain et obtient le droit de vote à l'élection présidentielle.
2 ans plus tard, il vend The Diary Restaurant et se rend à Monte Cristo, où il construit un hôtel-restaurant pour les mineurs de la région. L'atmosphère y est électrique, et les plats copieux et les boissons alcoolisées qu'il leur sert réconfortent les cœurs des chercheurs d'or venus de tous horizons au cœur d'une ville en pleine ébullition, porteuse d'espoir et de promesses de richesse. Cependant, en raison de la crise provoquée par le retrait des investissements de Rockefeller en 1896, la plupart des mineurs quittent Monte Cristo. Monte Cristo, alors déserté, passe de l'état de ville en plein essor à celui de ville fantôme. La ruée vers des richesses illimitées aura finalement coûté cher en efforts inutiles et brisé les rêves de nombreux aventuriers. Frédéric Trump prend alors la décision de retourner à Seattle où il ouvre un autre restaurant prospère. Compte tenu du succès de son établissement et suite à la découverte d'or dans le Yukon en 1897, il est désormais en capacité de financer le voyage de mineurs dans la région pour réserver des concessions minières. C'était une prise de risque considérable pour lui, mais l'instinct entrepreneurial de Frédéric porte ses fruits et il réalise d'importants bénéfices grâce à ses investissements. En 1898, Frédéric Trump vend ses propriétés à Monte Cristo et Seattle, ce qui lui permet de se constituer un pécule important. Il se rend lui-même dans le Yukon, région située dans le nord-ouest du Canada, devenue mondialement célèbre à cette époque grâce à la ruée vers l'or du Klondike en 1896. La découverte de gisements à Bonanza Creek a provoqué une affluence massive de chercheurs d'or, transformant la région et stimulant l'industrie minière. Il s'y établit d'abord en ouvrant un restaurant sous tente le long de la route de Yukon, alors très fréquentée par les trappeurs du Grand Nord. Il s'associe alors avec un mineur nommé Ernest Levin, proposant des plats tels que de la viande de cheval surgelée. En 1898, les deux partenaires s'installent à Bennett, une ville bien connue des chercheurs d'or où ils ouvrent l'Arctic Restaurant and Hotel qui prospère rapidement, devenant même un bâtiment à 2 étages. L'établissement connaît un franc succès grâce à la variété et à la qualité des mets proposés et aux chambres individuelles qu'il offre aux dames. Il a également la réputation d'être un lieu de décadence et des récits circulent sur l'atmosphère grivoise qui y règne. En 1900, avec l'achèvement de la route du Cold White Pass et du Yukon, Frédéric Trump ouvre le White Horse Restaurant à Whitehorse. Il devient rapidement célèbre pour son grand fourneau et ses 3000 repas servis quotidiennement. Il ouvre également un casino, mais des problèmes surgissent avec son associé Ernest Levin qui sombre dans l'alcoolisme. Après des désaccords et en raison de l'instauration de la prohibition locale, Frédéric vend ses parts et quitte le Yukon. Par la suite, Levin est arrêté pour état d'ébriété sur la voie publique et l'Arctic Restaurant est saisi par les Red Coast à Bennett. En 1905, un incendie ravage la ville de Whitehorse, détruisant le restaurant-casino de Frédéric Trump. Malgré ses revers, il parvient habilement à traverser ces situations difficiles. Frédéric Trump décide ensuite de rentrer dans son Allemagne natale, à Kallstadt. Désormais riche, il demande la main d'Elisabeth Christ malgré les réticences de sa mère qui envisageait pour lui une union avec une jeune femme plus fortunée. Le mariage de Frédéric, âgé de 32 ans, avec Elisabeth, 22 ans, a lieu le 26 août 1902. Leur premier enfant naît le 20 avril 1904 et porte le nom d'Elisabeth en hommage à sa mère. La même année, la famille décide de retourner à Kallstadt pour s'y établir définitivement après avoir vendu tous ses biens aux États-Unis. Le passeport de Frédéric, daté d'avril 1904, indique qu'il exerce la profession de gérant d'hôtel. À son retour en Allemagne, il dépose 80 000 marks à la banque, l'équivalent de 500 000 € aujourd'hui. Les autorités soupçonnent rapidement Frédéric d'avoir quitté l'Allemagne pour échapper au service militaire dans l'armée impériale, déclenchant ainsi une enquête en vue de son expulsion du pays. Il est accusé d'avoir enfreint la résolution numéro 9916 de 1886 du ministère impérial de l'Intérieur qui prive de sa nationalité allemande toute personne émigrant vers l'Amérique du Nord dans le but d'échapper à ses obligations militaires. Pendant plusieurs mois, Frédéric Trump tente en vain de convaincre le ministère de reconsidérer sa décision et de lui permettre de rester dans son pays natal. Finalement, chassée d'Allemagne, la famille Trump décide de retourner aux États-Unis fin juin 1905. Elisabeth met au monde un nouvel enfant le 11 octobre 1905, Frédéric Christ Trump Sr., dit Fred Trump, du nom de son père. Il réside alors au numéro 539 Est de la 177e rue dans le Bronx.
Après la naissance de son troisième enfant, John George, le 21 août 1907, la famille déménage dans un quartier de classe moyenne du Queens, Woodhaven, où Frédéric se lance dans les affaires immobilières. Il ouvre également un salon de coiffure au 60 Wall Street à Manhattan. En 1908, Trump décide d'investir dans l'immobilier le long de Jamaica Avenue, à Woodhaven. 2 ans plus tard, il y emménage avec sa famille et loue plusieurs chambres. À cette époque, il occupe le poste de gérant de Médaillon Hôtel, situé sur la 6e avenue et la 23e rue. Pendant la Première Guerre mondiale, il envisage d'élargir ses investissements, mais en raison de ses origines allemandes, il suscite la méfiance des autorités, ce qui incite la famille Trump à adopter une attitude discrète. Il est important de noter qu'au début du XXe siècle, avant l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, les immigrants allemands constituaient le plus grand groupe non anglophone du pays. Bien intégrés, ils avaient leurs propres écoles et journaux en langue allemande. Cependant, lorsque la guerre éclate, la perception à leur égard change radicalement et ils deviennent l'objet d'une hystérie anti-allemande. Cette méfiance entraîne des actes de discrimination, comme l'interdiction des écoles allemandes et l'emprisonnement de certains individus. En réponse, de nombreux nouveaux arrivants d'origine germanique cherchent alors à s'assimiler en changeant leur nom et en évitant d'utiliser publiquement leur langue maternelle. C'est ainsi que Frédéric Trump américanise son nom en Frédéric Trump. Un après-midi de mai 1918, lors d'une promenade avec son fils Fred âgé de 13 ans à l'époque, Frédéric ressent soudain une grande faiblesse et doit s'allonger. Il décède le lendemain, le 27 mai, journée coïncidant avec le Memorial Day, des suites de ce qui est identifié comme l'une des premières manifestations de la grippe espagnole. Cette pandémie fit à l'époque 21 millions de victimes dans le monde. À sa mort, il laisse derrière lui Elisabeth et leurs 3 enfants, ainsi qu'un héritage comprenant une importante fortune en cash, des actions, des biens immobiliers et des prêts hypothécaires, d'une valeur d'environ $1,5 million actuels. Elizabeth Trump devient alors la matriarche de la famille et reprend le flambeau de son défunt époux. Elle fonde en 1923 l'entreprise immobilière Elizabeth Trump & Son que le fils de Fred, le désormais célèbre Donald, renommera en 1971 The Trump Organization. Avec un prêt de $800 accordé par sa mère, Fred se lance dans les affaires et fait construire sa première maison la même année, dans le district de Woodhaven. À seulement 15 ans, il parvient à la revendre pour $7 000 et réalise alors une belle plus-value. Dans les années 1920, Fred Trump débute la construction de maisons dans le Queens, à New York, les vendant $3 990 chacune. Durant la Grande Dépression de 1929, il inaugure le Trump Market à Woodhaven qu'il promeut avec le slogan « Servez-vous et économisez ». 1 an plus tard, il le vend à King Cullen. En 1936, Fred Trump se marie avec Mary Ann MacLeod, d'origine écossaise dont nous reparlerons plus tard. De leur union naissent 5 enfants, Marianne Barry, Fred Jr., Elizabeth, Donald et Robert. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il construit des logements pour la marine américaine sur la côte Est. Après la guerre, il oriente ses investissements vers l'immobilier destiné à la classe moyenne, créant Beach Haven et Trump Village. Pendant et même après cette période de guerre, Fred a des préoccupations quant à son ascendance allemande, dont il craint qu'elle ne nuise à ses entreprises, notamment en ce qui concerne ses nombreux locataires juifs. Par conséquent, il choisit de se faire passer pour suédois une grande partie de sa vie. Tout au long de sa carrière, il construira environ 27 000 logements à New York. Fred Trump est souvent comparé à Henry Ford, alors magnat de l'industrie automobile, mais dans l'industrie de la construction résidentielle. Pour devenir un acteur majeur de l'immobilier, il profite pleinement des subventions de la Federal Housing Authority. Il est également connu pour cultiver de bonnes relations avec les politiciens locaux qui l'aident dans la réalisation de ses projets. C'est un homme économe et simple, une créature d'habitude, qui conservera la même secrétaire pendant 59 ans, Amy Lawson. Tout au long de sa vie, malgré sa richesse croissante, Fred et sa femme vivent dans la même maison de classe moyenne dans le Queens, dans laquelle ils ont aménagé en 1951. Cependant, toute belle réussite comporte son lot de drames, et malheureusement, Fred n'y échappe pas. Parmi ceux-ci, on compte notamment quelques différends avec la justice. En 1973, la division des droits civils de l'agence gouvernementale engage une action contre les Trump en raison de preuves indiquant que leur entreprise ne loue pas de résidence aux minorités.
Finalement, un accord juridique est trouvé en 1975 et l'entreprise commence à diffuser des publicités ciblant les familles afro-américaines, dédouanant la famille Trump de tout acte répréhensible. L'une des tragédies vécues par Fred et sa famille est la mort de son fils aîné et homonyme. En effet, le frère aîné du président Trump, Frederick Christ Trump Jr., décède en 1981 des complications liées à son alcoolisme à l'âge précoce de 43 ans. C'est durant les années 1980 que Fred Trump se rapproche de Benjamin Netanyahou, alors représentant d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Il manifeste alors un soutien significatif envers la droite israélienne et investit dans des obligations d'État israéliennes. Les années passent et Fred vit maintenant avec la maladie d'Alzheimer depuis 6 ans. En mai 1999, il est admis à l'hôpital de Long Island Jewish Medical Center en raison d'une pneumonie. Il s'éteint 5 semaines plus tard, le 25 juin, à l'âge de 93 ans. On célèbre ses funérailles à la Collegial Marble de New York. Un an plus tard, sa veuve le rejoint. À son décès, son fils Donald hérite de sa fortune alors estimée entre 250 millions et 300 millions de dollars. Il perçoit entre 40 millions et 200 millions, mais les montants exacts varient selon les sources et demeurent incertains. Donald Trump qualifie son père de héros, de modèle et de meilleur ami. Le président a en effet suivi ses traces à bien des égards, en rejoignant sa société de gestion immobilière et en élargissant finalement le petit empire familial à Manhattan. L'amitié profonde liant père et fils est d'ailleurs clairement visible dès le début de la présidence Trump, notamment dans la grande attention accordée à la manière dont le nouveau président redécore le bureau ovale en ajoutant un portrait de son père. Revenons en arrière et explorons l'enfance et les débuts professionnels de Donald John Trump. Né le 14 juin 1946, il n'est pas le fils le plus facile à vivre. C'était un garçon plutôt difficile quand il était petit, se souviendra plus tard son père. Dans le but de développer son sens de la discipline, ses parents prennent la décision de l'inscrire à l'Académie militaire de New York, située au nord de la ville, dès l'âge de 13 ans. Trump a toujours déclaré avoir apprécié cette expérience, tant concernant les exercices et entraînements physiques que le mode de vie et la rigueur imposés dans l'établissement. Cette période restera sa principale incursion dans le monde de l'armée. Par la suite, il choisit de poursuivre ses études à l'université Fordham à New York, avant de continuer à l'université de Pennsylvanie. C'est en 1968 qu'il obtient son diplôme en économie à la Penn's Wharton School of Finance and Commerce. Vers la fin des années 1960, alors qu'il est dans la vingtaine, Donald Trump utilise des sursis universitaires et médicaux en raison d'un diagnostic d'éperon osseux établi par un médecin. Cela lui permet d'éviter la conscription dans les forces armées dans le contexte de la guerre du Vietnam. En 1969, lorsque les États-Unis instaurent un système de loterie pour rendre la conscription plus aléatoire et moins dépendante des exemptions, le numéro attribué à Trump est le 356 sur 366 numéros au total. Bien qu'il ne soit pas appelé pour le service militaire, il contribuera néanmoins au service de son pays d'une manière bien différente. Dans le contexte des années 1970, Trump amorce sa carrière dans le domaine des affaires en investissant dans le secteur de l'immobilier à Philadelphie, alors qu'il est encore étudiant à l'université. Après avoir achevé son cursus universitaire en 1968, il retourne à New York et intègre l'entreprise de son père à plein temps. Pendant cette décennie, Trump participe activement au développement de l'entreprise en acquérant des biens immobiliers en dehors de New York, dans des régions telles que la Virginie, l'Ohio, le Nevada et la Californie. Parallèlement, il manifeste un vif intérêt pour l'expansion des activités immobilières de l'entreprise et les déplace du secteur périphérique de New York vers Manhattan, un quartier traditionnellement associé à l'élite et à la haute société. Il prend cette initiative grâce au modèle de son père, avec lequel il ne se sent pas en compétition, mais dont le succès l'inspire et lui donne suffisamment confiance en lui pour voler de ses propres ailes et conquérir cette presqu'île très prisée. Au milieu des années 1970, la Trump Organization, nouveau nom de l'entreprise familiale, s'implante au cœur des gratte-ciel de Manhattan avec la Trump Tower, un édifice de 58 étages et de 200 mètres de hauteur. La construction de ce bâtiment, qui s'achève véritablement en 1983, abrite le penthouse qui sert de résidence principale à Donald Trump. Il héberge également le siège social de la société ainsi qu'un studio de télévision qui deviendra le décor emblématique de l'émission The Apprentice.
En 1976, Donald Trump développe l'hôtel Grand Hyatt sur le site de l'hôtel Commodore de la Penn Central Railroad, alors en situation de faillite. Malgré les ressources financières limitées de la Trump Organization pour acquérir cet hôtel, il fait appel à ses relations personnelles avec la chaîne hôtelière Hyatt et s'appuie sur l'influence politique de son père, alors membre important du Parti démocrate de Brooklyn, pour négocier un accord exceptionnel avec la ville de New York. Dans le cadre de cet accord, Trump bénéficie d'une réduction fiscale sur 40 ans, ce qui équivaut à un report de paiement des taxes foncières de l'hôtel. Initialement évaluée à 4 millions de dollars par an, cette réduction finit par totaliser environ 400 millions de dollars sur 4 décennies, en raison de l'appréciation de la valeur de la propriété et des modifications apportées au code des impôts. Ce résultat démontre l'efficacité des relations politiques, notamment démocrates, et des négociations de Trump. Par la suite, Trump utilise cette économie potentielle pour convaincre la direction de l'hôtel Commodore de le lui vendre et de conclure un partenariat avec la chaîne Hyatt. À l'époque, le maire de New York, Abraham Beame, aurait déclaré « Tout ce que mes amis Fred et Donald veulent dans cette ville, ils l'obtiennent », en faisant référence à la conclusion de l'accord. Durant les années 1980, Donald Trump devient un acteur majeur de l'immobilier et supervise la construction du complexe résidentiel coopératif de 36 étages connu sous le nom de Trump Plaza. Parallèlement à ses activités immobilières, il étend son influence dans l'industrie des casinos à Atlantic City dans le New Jersey. Il joue un rôle clé dans la conception et la construction du Trump Plaza Hotel & Casino, initialement nommé Harrah's at Trump Plaza, ainsi que celle du Trump Castle. En 1990, il entreprend la construction du Trump Taj Mahal, un projet titanesque coûtant près d'1 milliard de dollars, qu'il qualifie lui-même de 8e merveille du monde. Malgré ses opérations commerciales majeures, la Trump Organization fait face à de graves difficultés financières, Trump empruntant des sommes considérables pour financer les hôtels et les casinos. La situation s'envenime à tel point qu'en 1990, Fred Trump, âgé alors de 80 ans, achète lui-même plus de 3 millions de dollars de jetons de casino au Trump Castle afin que son fils puisse payer ses intérêts. Considérée ultérieurement comme un prêt illégal, cette transaction sera punie d'une amende de 65 000 dollars par un tribunal du New Jersey. Les 2 années suivantes, 2 sociétés appartenant à Trump déposent le bilan. Le Trump Taj Mahal en 1991 et le Trump Plaza Hotel en 1992. En 1993, une biographie peu flatteuse de Donald Trump est publiée. Intitulée « Le mania perdu, les nombreuses vies de Donald J. Trump », The Lost Tycoon, Many Lives of Donald J. Trump. Elle affirme que ses échecs commerciaux ont fait du mania de l'immobilier la risée du public. Pourtant, comme nous l'avons mentionné, Donald Trump est résilient, ne se laissant jamais abattre. Dans les années qui suivent, il utilise la protection contre les faillites pour restructurer les dettes des nombreuses entreprises qui composent la Trump Organization, réussissant à rembourser ses créanciers tout en accumulant une dette totale ainsi que des taux d'intérêt plus élevés. Comme il l'explique en évoquant cette période de 2011, « J'utilise les lois de ce pays pour réduire la dette ». Malgré ce tumulte, les faillites de ses entreprises immobilières et de jeux d'argent, Donald Trump maintient une image publique de réussite éclatante. Il parvient à préserver sa renommée et à se lancer dans le domaine des licences tant aux États-Unis qu'à l'étranger. En 2004, le New York Times note ceci. Son nom est devenu tellement associé à la réussite que même les revers les plus humiliants ont à peine entamé sa réputation. Les règles qui s'appliquent aux autres ne semblent tout simplement pas s'appliquer à Trump. L'expansion de Trump dans l'industrie du divertissement culmine avec son rôle dans l'émission de télé-réalité à succès The Apprentice, diffusée sur NBC de 2004 à 2015. Dans cette émission, Trump se met en scène en tant que lui-même et confronte les futurs chefs d'entreprise les uns aux autres dans une série de défis. Il évalue leurs performances et réduit le nombre de candidats chaque semaine en annonçant aux perdants « Vous êtes virés » en faisant preuve d'autodérision. L'émission, ainsi que son programme complémentaire Celebrity Apprentice, connaissent un large succès d'audience. Ces programmes permettent à Trump de toucher un public national et renforcent, aux yeux de nombreux téléspectateurs, son image en tant qu'homme d'affaires prospère et charismatique. Il se distingue par son franc-parler sans égal, osant dire aux gens des vérités parfois difficiles à accepter.
Au moment de son élection à la présidence en novembre 2016, la Trump Organization détient un vaste portefeuille d'entreprises, de produits et de contrats de licence. Ses avoirs comprennent au moins une douzaine de terrains de golf aux États-Unis et 5 à l'étranger, ainsi que 8 propriétés hôtelières sur le territoire américain et 6 dans d'autres pays, en plus de dizaines de biens immobiliers répartis dans le monde entier. En août 2016, le New York Times révèle que ces biens immobiliers sont grevés d'au moins 650 millions de dollars de dettes. Le candidat Trump se vante alors de son niveau élevé d'endettement et de sa capacité à réduire, voire à éliminer son impôt sur le revenu, malgré sa valeur nette personnelle très élevée. Son niveau de richesse a toujours fait l'objet de discussions et c'est encore le cas aujourd'hui. Lors d'un débat avec Hillary Clinton à l'automne 2016, il déclare « Éviter les impôts me rend intelligent ». Chacun d'entre nous connaît la suite de l'histoire. Trump est élu face à Hillary Clinton et le 20 janvier 2017 à 18h, heure d'Europe centrale, il entre officiellement en fonction et prête serment au Capitole de Washington DC, devenant le 45e président des États-Unis. Donald Trump a souvent été une figure controversée dans l'arène politico-médiatique mondiale. Pourtant, certains le considèrent comme un leader résilient et transformateur, notamment dans le domaine de la géopolitique et des relations internationales. Au cours de sa campagne, de sa présidence et même après celle-ci, Trump a indéniablement été l'objet d'un lynchage médiatique permanent et sans précédent, associé à des attaques diffamatoires souvent infondées. Ces critiques incessantes, qui reflètent une profonde division au sein de la société américaine, n'ont cependant jamais ébranlé sa détermination. La tempête médiatique a souvent éclipsé ses initiatives politiques et diplomatiques, notamment ses efforts pour mettre fin au conflit prolongé impliquant les États-Unis au premier chef. L'un des points saillants de sa présidence a été son approche audacieuse en matière de politique étrangère. Son engagement envers la Corée du Nord, caractérisé par des rencontres historiques avec le dirigeant Kim Jong-un, a constitué un moment sans précédent dans les efforts de pacification de la péninsule coréenne. Au Moyen-Orient, son organisation des accords d'Abraham ouvre de nouvelles perspectives de normalisation entre Israël et plusieurs nations et vise à redéfinir les alliances et à apaiser des tensions historiques. Un autre aspect notable de son mandat a été sa réticence à engager les États-Unis dans de nouveaux conflits. En déclarant son souhait de vouloir « ramener nos gars à la maison », il a exprimé son désir de mettre fin aux guerres interminables et de concentrer les ressources nationales sur des enjeux intérieurs. Cette posture, soutenue par ses conseillers et généraux, a constitué une rupture significative avec la traditionnelle politique interventionniste américaine. En dépit de multiples enquêtes et procédures de destitution, Trump résiste à chaque effort visant à l'évincer du pouvoir, se forgeant une réputation de combattant intrépide contre ce qu'il désigne comme l'État profond, cette structure hiérarchique informelle au sein de l'appareil d'État dotée d'un puissant pouvoir décisionnel. Sa capacité à survivre à ces épreuves, soutenue avec ferveur par sa base, témoigne de sa résilience et de sa détermination. Sa présidence a indéniablement été marquée par des clivages et des controverses profondes. Trump demeure néanmoins un symbole de résistance contre l'establishment et un catalyseur de changements significatifs dans la politique étrangère américaine. Sa gestion des affaires mondiales, en particulier ses efforts diplomatiques soutenus pour désamorcer les tensions, continuent d'alimenter le débat et la réflexion sur son héritage. Donald Trump est désormais engagé dans la course à la présidence de 2024 aux États-Unis. Même les médias les plus critiques doivent cette fois-ci reconnaître une légère avance dans les premiers sondages réalisés auprès du peuple américain au moment où ce reportage est rédigé. Au début de ce reportage, nous nous interrogions sur l'origine du caractère combatif de Donald. Pour trouver la réponse à cette question, il convient de se pencher sur sa vie personnelle et plus particulièrement sur celle de sa mère, Mary Ann MacLeod. Originaire d'Écosse, elle grandit dans un petit village de pêcheurs situé sur une île des Hébrides extérieures, un endroit à la fois froid et magnifique, mais aussi extrêmement pauvre. Mary Ann naît en 1912, tout près d'un magnifique château de l'ère victorienne qui la fascine et la fait rêver. C'est cette demeure qu'elle contemple avant de quitter l'île pour les États-Unis. En effet, en 1930, à l'âge de 18 ans, elle émigra à New York avec des bottes boueuses et maîtrisant probablement mieux le gaélique que l'anglais.
Elle y travaille comme domestique pendant au moins 4 ans, comme de nombreux Écossais à l'époque, les barons de l'âge d'or ayant un faible pour les majordomes britanniques et les femmes de chambre écossaises. Elle trouve un emploi de femme de chambre au manoir d'Andrew Carnegie, le Carnegie Mansion dans l'Upper East Side de New York. À l'époque, le célèbre industriel et philanthrope écossais naturalisé américain est déjà décédé, et sa veuve emploie une trentaine de domestiques. Elle travaille donc pour elle pendant un certain temps, puis rencontre Fred Trump et l'épouse. La famille s'enrichit progressivement et Mary Trump apprécie de plus en plus les promenades en Rolls-Royce, enveloppées dans un manteau de fourrure. Elle sera également fascinée par la retransmission télévisuelle historique du couronnement d'Élisabeth II. Elle teindra ses cheveux en blond, couleur capillaire très en vogue à l'époque, et choisira un style de coiffure caractéristique que son fils Donald adopte aujourd'hui. Mary Trump a finalement concrétisé ses rêves et accédé au style de vie fastueux qu'elle imaginait pour les habitants du château de son enfance. Donald reconnaît en elle un esprit à la fois combatif et discret, toujours vaillant dans les moments les plus difficiles qui l'inspirent encore aujourd'hui. Mais revenons à Donald Trump, dont la vie personnelle, à l'image de sa carrière de businessman, ressemble à des montagnes russes. En 1977, il contracte un premier mariage avec Ivana Zelničková, dite Ivana Trump, une athlète et mannequin tchécoslovaque qu'il rencontre un an plus tôt au bar Maxwell Plum. De cette union naissent 3 enfants. Donald Trump Jr., né le 31 décembre 1977, qui gère aujourd'hui les affaires familiales, Ivanka en 1981 et Eric en 1984. Le couple vit comme des partenaires d'affaires et suite au célèbre épisode de l'infidélité de Donald avec l'actrice et présentatrice de télévision Marla Maples, qui fera la une des tabloïds et des journaux télévisés, le mariage se termine par un divorce en 1992. Les 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric, ont tous occupé des postes clés au sein de l'empire financier de leur père. Le 21 décembre 1993, Donald épouse Marla Maples, avec laquelle il a une fille, Tiffany, née en 1993. Une nouvelle fois, la relation connaît des turbulences, aboutissant à leur divorce le 8 juin 1999. Depuis le 22 janvier 2005, il est marié à Melania Knaus, mannequin originaire de Slovénie. Leur fils, Baron Trump, naît 1 an après leur union. Malgré les médisances médiatiques, le couple semble harmonieux et Ivana un pilier et une force pour Donald. Elle n'est cependant pas épargnée par la presse qui la décrit comme la complice d'un criminel. Donald Trump reçoit en héritage de sa mère une foi chrétienne qui tient une place prépondérante dans sa vie. Il pratique le protestantisme presbytérien et fréquente la Collegial Marble de New York, l'une des plus anciennes églises des États-Unis située au cœur de Manhattan. Le presbytérianisme est une forme du protestantisme calviniste qui s'est développé en Écosse, puis en Irlande du Nord et aux États-Unis. Son pasteur, Norman Vincent Peale, est un promoteur de la pensée positive et il a eu une grande influence sur la spiritualité de Trump. Lors de sa présidence, la pasteure évangélique Paula White occupe le rôle de sa conseillère spirituelle personnelle et dirige même un comité consultatif évangélique à la Maison-Blanche. Compte tenu de son éducation et de sa foi, la famille a une grande importance pour Donald, désormais patriarche de la dynastie. Il est aujourd'hui le grand-père d'une dizaine de petits-enfants. Sa fille, Ivanka, et son gendre, Jared Kushner, sont les parents de 3 d'entre eux, Arabella Rose, Joseph Frédéric et Theodore James. Bien qu'il ne fasse preuve d'aucun favoritisme envers l'un ou l'autre de ses enfants, Jared et surtout Ivanka occupent une place particulière pour Donald. Jared commence sa carrière dans l'immobilier et rencontre Donald et sa fille dans ce contexte. Plus tard, en tant qu'émissaire du président Trump, il se voit confier la gestion du conflit israélo-palestinien, ce qui suscitera des questionnements concernant d'éventuels conflits d'intérêts. Jared Kushner joue notablement un rôle clé en 2020 lors de l'élaboration du plan de paix de ce conflit. Il aurait exercé des pressions sur la Tunisie pour limoger son ambassadeur à l'ONU, lequel aurait cherché à contrer le plan de Kushner. Or, la fondation Kushner, dirigée par les parents de Jared, a effectué des dons importants à des organisations liées à Israël, soulevant des doutes quant à sa neutralité dans les négociations. Malgré cela, le président Trump maintiendra sa confiance à Kushner dans sa gestion des pourparlers.
En août 2020, Kouchner dirige également la délégation israélo-américaine qui négocie les fameux accords d'Abraham concernant la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis d'une part et entre Israël et Bahreïn d'autre part, ouvrant ainsi la voie à d'autres accords de ce type avec d'autres pays arabes. Finalement, bien que Kouchner ait été critiqué pour ses positions pro-israéliennes sous le mandat de son beau-père, il a joué un rôle substantiel dans la diplomatie américaine au Moyen-Orient, facilitant des accords majeurs entre Israël et les pays arabes. Mais l'exacerbation des tensions et le conflit actuel ont suspendu ces accords et semblent même les avoir rendus désormais caducs. Ivanka, pour sa part, a activement participé à la campagne de son père en 2016 et travaillera à la Maison-Blanche pendant sa présidence. Donald Trump Jr. et Eric occupent également des postes de premier plan au sein de la Trump Organization. Le premier est le premier vice-président exécutif chargé du développement et des acquisitions, tandis que le deuxième est le deuxième vice-président exécutif chargé de la gestion des golfs. La Trump Organization est aujourd'hui un empire colossal, détenant de nombreux actifs qui vont au-delà du simple domaine immobilier dont l'énumération exhaustive serait une tâche titanesque. Selon le magazine Forbes, sa valeur est estimée à environ 2,6 milliards de dollars en 2023. Aujourd'hui, bien que Donald Trump fasse toujours l'objet de diverses accusations, il appartient à la justice de faire toute la lumière. Il est difficile d'être certain du fondement de certaines d'entre elles et de discerner celles qui relèvent de la volonté de nuire à cette famille, qui semble déranger les personnalités puissantes et certaines forces occultes de ce monde. En conclusion, on peut dire que, malgré les controverses, le parcours de cette famille demeure indéniablement fascinant et inspirant. De modestes conditions au départ, c'est grâce à la détermination d'un homme et au soutien inconditionnel de son épouse que la dynastie Trump a réussi à accomplir des prouesses remarquables. Leur histoire incarne la persévérance, la ténacité et la capacité à surmonter les obstacles, et il est important de souligner leur aptitude à encaisser tous les coups pour finalement atteindre le sommet. Le succès de cette dynastie repose également sur leur volonté de prendre des risques avec une stratégie d'action bien pensée, qui est souvent le facteur déterminant dans le domaine de la politique et des affaires. Les Trump ont su manœuvrer avec adresse et prendre des décisions qui ont contribué à bâtir leur empire, la Trump Organization. Politiquement, le patriarche de la famille, Donald Trump, brigue actuellement un nouveau mandat à la présidence des États-Unis, tandis qu'il a déjà laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des États-Unis et de la géopolitique mondiale. Peu de familles peuvent se targuer d'avoir un président parmi les leurs et encore moins de cette envergure. Leur histoire reste une source d'inspiration et la saga des Trump est loin d'être terminée. Nous ne pensons pas faire une erreur en vous disant que vous entendrez ce nom pendant encore de nombreuses décennies. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous et activez la cloche. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire dans la section commentaires quel prochain documentaire vous souhaiteriez voir.